領域展開国の人間限定呪力というエネルギーをほぼ日本が独占することになる。 Le clan de l'ombre et la guerre des clans teasés à 2 chapitres de la fin, est-ce pour une suite? Est-ce réellement ce qui nous est dit? Car alors que la conclusion se fait et que tout est mis en perspective, chacun s'en veut, mais le résultat est là. Ils ont survécu et doivent avancer, mais la question est vers où? La survie de Yuta qui implique celle peut-être de Gojo, les remords et rétrospectives sur le plan, le clan de l'ombre et une suite qui se profile, on parle de tout ça. 領域展開それでいい Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 269 de Jujutsu Kaisen, nommé Réflexion. Et purée, c'est un chapitre où il y en a des pensées. 2 personnages, je vous avoue que j'aurais préféré qu'ils parlent de ce qu'ils ressentent plutôt qu'un débrief où c'est quasiment littéralement Gege Akutami qui répond aux critiques. Mais bon, ça arrivera sûrement après. En tout cas, place pour une suite ou non. On en parle, plus que 2 chapitres avant la fin du manga. Et n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Car bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à raconter sur les personnages de JJK en analyse et commençons tout de suite ce chapitre par la survie de Yuta et qu'est-ce que ça veut dire pour Gojo et Kenjaku. 僕が殺します Yuta est donc de retour dans son corps car Rika, avec qui il était encore lié, soignait constamment son corps. Ainsi, quand le sort qu'il a copié de Kenjaku s'est arrêté, parce qu'il utilisait l'infini, donc un deuxième sort, il a dû quitter le corps de Gojo et a pu retourner dans son corps. Au passage, on a même l'explication de Meimei et Kusakabe qui disent que Kenjaku, lui, devait utiliser une sorte de sort de barrière pour utiliser plusieurs sorts en même temps que son sort de possession de corps. Et en même temps, c'est logique, c'est un expert qui avait plus de 1000 ans d'expérience dans son coffre. Et purée, qu'est-ce que j'aurais aimé en voir plus de Kenjaku. Après, il reste un mystère. Leur cerveau devait être échangé. Donc la question, c'est est-ce qu'ils ont remis les cerveaux à leur place? Et donc Gojo aurait son cerveau en place dans un corps qui en plus est soigné. Est-ce que si Geto a eu son corps qui a bougé, Gojo qui se soignait H24 peut avoir son cerveau qui va se soigner par automatisme? En plus, étrangement, Shoko n'est pas présente lors de la réunion et personne ne parle de Gojo comme mort à ce moment précis. Surtout que plus tard durant le chapitre, quand on parle de l'espérance de vie, on voit une horloge qui indique très précisément 2h21 et 28 secondes, ce qui est étrangement donc le chapitre où Gojo est ressorti de la prison, le chapitre 221. Et en plus, il vient d'avoir 29 ans. L'âge de mort de Bouddha et compagnie, blablabla. Bon, il y en a des arguments, des références, un possible retour à Gojo. Voilà, j'avais fait et j'en ai parlé énormément. Mais est-ce que ça aurait une véritable utilité alors qu'on arrive sur la fin JJK Shippuden? Peut-être bien s'il y avait ça, que ça aurait une utilité. Mais là, il faut arrêter. Vraiment, c'est n'importe quoi de croire au retour de Gojo. C'est ce que je vous dirais si j'avais retourné ma veste. Mais je suis encore le fou originel qui n'a pas arrêté de parler de ça. Après, certains pensent que Kenjaku pourrait être la capacité et non le cerveau. C'est complètement what the fuck, mais c'est juste pour expliquer qu'il y aurait peut-être un moyen qu'il reviendrait. Quoi qu'il en soit, ce serait fou si Kenjaku se faisait, même en ce moment, passer pour Yuta. Sachant qu'en plus, Geto voulait Rika, ce serait une étrange réussite. Il y avait tout le narratif sur Yuta prêt à devenir un monstre en prenant le corps de Gojo, et c'est vrai que là, on n'a pas d'énormes conséquences à ce niveau-là, et ça pourrait donc être là la grande conséquence, le retour de Kenjaku. Mais bon, ça, il faut pas se mentir, c'est un vrai délire. Ah, ça pourrait être un horrible point de départ pour une deuxième partie, mais justement, on en reparle après. Là, on en vient au sujet des remords et la rétrospective sur le plan. C'est bien là la grosse partie sur ce chapitre, peut-être pas la partie la plus mystérieuse, c'est un petit peu comme si tu suivais des gens en train de discuter de Jujutsu Kaisen, étant donné qu'ils disent ouais, ils auraient dû faire comme ça et tout. Mais quand même, quand on se pose, le plus marrant, c'est d'imaginer que ces personnages qui ont survécu à Kenjaku et Sukuna n'ont absolument aucun respect. Ils se disent qu'ils auraient pu faire mieux face à ces monstres. Non, c'est n'importe quoi. Pour qui ils se prennent?
Bon, déjà, Megumi, qui a encore les traces d'avoir été le bouclier humain de Sukuna pour tanker l'infini, subit encore, et lui ainsi que Yuji s'en veulent pour l'histoire de Sukuna. Ils veulent s'excuser, mais Kusakabe leur dit que c'est Gojo qui voulait que Sukuna revienne pour le détruire, que Yuji est juste une victime de Kenjaku, et que lui, de toute manière, a toujours été partisan de son exécution, et donc que c'était depuis le début la responsabilité des adultes quoi qu'il soit arrivé, et leur dit surtout de ne pas s'inquiéter et de vivre leur vie de jeune. Ouais, je trouve qu'à la place de Yuji, c'est un message à moitié rassurant, parce qu'on reparle un petit peu de ton exécution, ça sent pas très bon. Yuta est engueulée par Maki, en effet c'était sûrement elle qui criait sur lui apparemment, elle pense qu'il aurait pu mieux faire, et c'est là qu'on va vraiment passer à la partie rétrospective sur le plan. Un moyen peut-être pour Gege Akutami, si vous voulez mon avis, de répondre aux critiques de pourquoi ils ont fait ça aussi. Maki pense qu'elle aurait pu gérer Kenjaku, mais comme le dit Todo, il fallait Yuta et Rika ainsi que lui pour l'attaque surprise. Et surtout que Yuta s'occupe de l'armée de fléaux qui sortait du corps de Geto une fois qu'il meurt. En effet, on parle de Yuta l'exterminateur, celui qui peut lancer des décharges d'énergie occulte inversée, donc quelque chose qui détruit automatiquement les fléaux. C'est là qu'il faut le petit rappel, il a quand même tué Kenjaku, affronté une armée d'au moins 1000 fléaux, et ensuite il est parti se battre face à Sukuna dans 2 corps différents. Comment ne pas dire que Yuta est le GOAT? Même Iguruma et sa lame du bourreau pouvant one-shot Sukuna assisté possiblement par Inumaki n'auraient pas fait la différence, car à ce moment-là, Sukuna était en pleine forme, et le sort d'Inumaki n'aurait rien fait à part le tuer à cause du contre-coup. En plus, l'enregistrement ne peut servir qu'une seule fois. Puis, de toute manière, comme le dit Iguruma, Sukuna jouait avec lui, et avec l'assistance de quelqu'un comme Yuta, il en aurait juste terminé en 1 seconde avec l'avocat. Et je ne suis pas le seul choqué, Kusakabe aussi, Iguruma est vivant après seulement 2 mois dans le monde de l'exorcisme alors qu'il a combattu le roi des fléaux. À ce train-là, c'est sûr, Nanami va sortir des toilettes et va demander qu'est-ce qui s'est passé les gars là. En réalité, ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas mort, la tension était réelle et s'ils avaient perdu, Sukuna aurait bien massacré tout le monde. Puis, les conséquences sur le Japon et le monde entier se feront sortir, j'en suis sûr. J'ai vu l'évolution de Yuji face à ces drames et c'est le plus important, on a quand même eu 3 morts. Gojo qui est super important pour le lore, le plus fort du verse, Kashimo qui était lui aussi un monstre et Shozo, et croyez-moi que je ne l'oublierai jamais. On parle d'un combat planifié d'une 20aine d'exorcistes face à Sukuna. Ça peut être décevant, je l'entends, mais c'est aussi normal qu'ils aient réussi à minimiser les pertes en quelque sorte. Et en vrai, pour Iguruma en tout cas, son épée a disparu alors qu'on nous parlait justement des malédictions plus fortes quand on meurt, donc si l'épée a disparu, sûrement qu'il était juste tombé dans les pommes. On en avait déjà parlé que c'était une possibilité et c'était loin d'être fou. Et c'est rassurant, les théories que je vous fais, c'est pas juste du n'importe quoi, il est vraiment vivant. Bref, il y avait des raisons de douter. Mais bon, tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait au moins que Miguel et Larue auraient pu arriver plus tôt. Mais Yuta n'était pas sûr de leur venue et c'est bien Yuta qui a fourni les objets maudits à Yuji, les gants qu'il a utilisés pour cacher son doigt coupé. On avait déjà vu Yuta utiliser des gants du genre au passage, donc c'est pas si fou que ça. Non, vraiment, Yuta, il est vraiment au centre de ce plan. Ça montre bien qui était le réel patron. Même l'endroit où il se cachait avec les écrans était à l'intérieur de Rika. Et il pouvait donc arriver assez vite sur le terrain. Et bon, pour l'humour, on a Akari qui voulait aider face à Sukuna après avoir battu Uraume, mais a pris plus de temps que prévu. Oui, on l'a ressenti. Et puis, tout le monde s'en veut en réalité. Todo de ne pas avoir pu sauver Shozo alors qu'il échangeait les gens hors de l'extension de territoire de Sukuna avec sûrement les corbeaux de Mei Mei. Yuji et Shozo, eux, étaient trop au centre du sort de Sukuna et l'énergie du roi des fléaux était bien sûr trop énorme en fait. Pour les repérer, Ino se dit que oui aurait dû sauver Shozo et pas lui, c'est beau. Mais bon, Yuji sait que c'est parce que Shozo était là qu'il est en vie. Maki s'est pris 2 rayons noirs et en réalité elle a juste du mal à avouer qu'elle s'est beaucoup inquiétée pour Yuta et c'est pour ça qu'elle lui fait autant de reproches. Puis ça continue, ça s'arrête pas. Miwa avait peur alors qu'elle protégeait Maki de l'extension de territoire de Sukuna, qu'elle soit la seule à être téléportée par Todo étant donné que Maki n'a pas d'énergie occulte et que normalement elle ne se fait pas téléporter. Momo s'en veut de n'avoir rien fait, mais apparemment elle a transporté des gens avec son balai, ok merci. Momo le Uber, c'est raciste. Écoute ami, c'est raciste. Non mais en vrai c'est abusé, voir des gens avec des palmarès aussi faibles que Momo, se dire qu'elle pouvait faire quelque chose face à Sukuna, non c'est vraiment n'importe quoi là. Nobara dormait elle, enfin bref, s'il y a bien une personne qui ne s'en veut pas, c'est oui qui dit avoir été le
MVP. Et entre l'entraînement d'échange d'âmes qui a boosté tout le monde avant le combat, puis le sauvetage de tous avec l'aide de Kirara qui peut éloigner les gens, oui, est le GOAT. Même s'il a abandonné Kirara au bout d'un moment. Et la question va alors se poser, quel était le rôle de Mei Mei? Et c'est là que ça devient intriguant. Venons-en au clan de l'ombre et la suite de JJK. Et je tiens à vous le dire, même dans ces sortes de chapitres d'explication, je trouve que Gege Akutami fait un bon taf pour rythmer le tout. En termes de mystère, c'est haletant vu que ça commence par cette page de Mei Mei. Et je ne parle pas du rythme global, parce que c'est vrai, par contre qu'il faudrait peut-être se poser un petit peu plus. En effet, le chapitre s'ouvrira sur Mei Mei dans une rue avec des magasins de bonbons, toujours des enfants autour d'elle. Les allégations peuvent continuer. Elle demande à une vieille mamie combien. Et ce passage, on ne le comprend pas tout de suite, alors qu'elle est assez humble dans un sens, alors qu'elle dit que sa vie n'est pas monnayable, donc elle n'a pas de valeur et ça ne servait peut-être à rien de la parier sur le combat de Sukuna. Elle dit ça, mais en réalité, elle a bien fait quelque chose et s'est occupée du serment d'utilisation des territoires simplifiés. En effet, Ashiya Sadatsuna a créé ce serment il y a bien longtemps afin que ce territoire, cette capacité, ne soit accessible qu'à ceux qui n'ont pas de technique occulte. C'est la défense des humains en quelque sorte, en réalité plus la défense des faibles exorcistes. Mais le temps a passé, c'est devenu un secret commercial et ils sont devenus de plus en plus restrictifs dans ce clan de l'ombre qui apprenait cette capacité. Sauf que malgré ça, nombreux comme Iwa l'ont appris car c'est le seul moyen pour un exorciste s'en sort de s'en sortir. Le sort ne pouvait être appris que par certains. Une fois appris, on doit effectuer des missions pour le chef et le plus important, c'est qu'il y a une restriction sur l'espérance de vie des utilisateurs. Personne ne sait qui est le chef. À chaque fois qu'un chef meurt, un ancien élève devient le nouveau chef. Et bon, c'est vrai que ça aurait pu être un gros problème, lancer un nouvel arc ou je sais pas quoi, mais en réalité, désormais, c'est Kusakabe le nouveau chef de ce clan. Et donc, il n'y a pas d'intrigue, il a annulé tout ça, c'est pour ça que tout le monde a appris le sort. Bon, et Mei Mei rigole sur le fait que oui sera le prochain chef et qu'il devrait garder quelques restrictions pour estorquer les gens, mais en réalité, Mei Mei était parti voir là où le chef se trouvait. Je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais pour l'exécuter, car en effet, ce chef du clan de l'ombre a fait grossir ses rangs au niveau des 3 grandes familles et attendait la fin des Kamo et Gojo après cette bataille. Mais Tengen a donné sa localisation à Mei Mei, et alors qu'elle dit que ce genre d'ambitions ne peuvent être achetées et que le chef a volé l'espérance de vie des jeunes exorcistes, ce qui n'a pas de prix, Mei Mei l'a donc tué, car en plus de ça, ça aurait terni le nom de son frère. Et sûrement qu'elle parlait de oui en tant qu'utilisateur du territoire simple qui aurait perdu de l'espérance de vie ou aurait dû même se battre avec le clan de l'ombre s'il le demandait, ou juste qu'elle parlait de Gojo et de son héritage de paix, qu'il soit protégé. Bon, et je sais pas pour vous, mais avec ces informations en tête, c'est un petit peu dommage parce que Gege Akutami, il aurait pu écrire un arc entier sur ça. Même qui sait, un manga entier, même un spin-off sur ça. Le clan de l'ombre des jeunes disciples qui viendraient se rebeller contre le chef pour récupérer de l'espérance de vie, ça aurait pu être un truc. Mais bon, c'est pas arrivé, donc venons-en à la théorie. Si le chef de l'ombre voulait profiter de la fin des clans, ou même d'une bataille, ou plutôt conflit politique des 2 derniers clans qui sont encore là pour prendre le pouvoir, bah c'est quand même bizarre, ça nous montre bien qu'il y aura quelque chose après tout ça, même si c'est juste voir les clans tomber. Bon, c'est vrai, en termes de combat, peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à montrer, le clan Gojo est un mystère, il y a une vieille interview qui dit qu'il n'y avait qu'un seul membre, or maintenant on sait avec une autre interview que c'est faux, que les parents de Gojo sont en vie, même s'ils ne sont pas forts, comme quoi il faut pas se baser sur les interviews, il faut se baser sur le manga, et c'est vrai que le clan Kamo aurait pu faire une grande démonstration de puissance, ou même faire un coup d'état dans le monde de l'exorcisme, surtout que c'est le grand clan sous-exploité, donc oui, il y aurait peut-être possiblement une suite à Jujutsu Kaisen qui pourrait se profiler, mais est-ce que tout ça va véritablement commencer ? Mais il y a même beaucoup d'autres choses à raconter sans Tengen et avec certains exorcistes en vie dans la traque mortelle, le monde qui est au courant de l'exorcisme, il faut établir peut-être un nouvel équilibre. On y est peut-être avec la fin du cycle des fléaux, avec la défaite de Sukuna, mais le nouveau monde est à reconstruire avec Tengen qui serait en réalité même peut-être l'ennemi, parce qu'à chaque fois qu'on parle de lui, croyez-moi, il y a une ambiance bizarre dans la pièce. Moi je vous le dis, s'il y a bien un personnage en qui je n'ai pas confiance, c'est lui, enfin elle, enfin ce truc. Ou bien ça se trouve qu'il n'y aura vraiment pas de bataille de pouvoir des grands clans et que Gege Akutami nous a juste installé ça pour conclure toutes les questions qui restaient à être posées par rapport au territoire simplifié. Mais je sais pas pour vous, je trouve que tout se passe étrangement trop bien là.
En plus, Sukunake a accepté d'être une malédiction jusqu'à la fin et refusé le statut d'humain. C'est peut-être pour marquer une suite où il renaîtrait, car les fléaux ne meurent jamais véritablement, ils renaissent. Bon, je vous avoue que je travaille véritablement sur la vidéo, sur la possible suite de Jujutsu Kaisen. Restez à l'affût, j'espérerais tellement la sortir mardi, mais je suis tellement en retard. Après, on va pas se mentir, parler politiquement des grands clans et d'un possible coup d'état qui a été planifié à 3 chapitres de la fin, ça fait un petit peu le mec qui avait pas assez parlé des grands clans et il fallait qu'il remplisse un truc. C'est pour ça qu'en réalité, Gege Akutami, il peut tout conclure très rapidement. Prochain chapitre avec Megumi et même Noritoshi Kamo qui dissolvent leur clan et le clan Gojo qui est terminé parce qu'il n'y a plus Gojo. Un prochain chapitre qui pourrait juste avoir pour but justement de rétablir l'équilibre avec cette histoire de clan qui serait terminée. Tengen sans les barrières, est-ce qu'il pourrait revenir à la vie justement pour les remettre en place, ou vu que le monde entier sait maintenant pour les exorcistes, alors peut-être que ça va devenir une entité officielle et c'est pour ça que Higuruma serait en vie. Ce serait ça son grand rôle en fait, de gérer légalement l'existence des exorcistes. Et voilà pour terminer le manga sur le dernier chapitre, funérailles de Gojo, la conversation qu'il a eue par rapport aux parents de Yuji avec lui et une leçon de vie, sait-on jamais, et le Gojo qui sort du cercueil. Et globalement, le chapitre 269 de Jujutsu Kaisen est un bilan. Yuta a survécu, mais tandis que l'horloge tourne, qui sait qui pourrait aussi revenir? Chacun s'en veut, chacun aurait aimé faire plus, mais il semble qu'aucune solution n'était meilleure. Et alors que chacun révèle son rôle, celui de Mei Mei est étrangement lié à quelque chose de plus grand. Et si c'est bien la fin du clan de l'ombre, qui sait si la grande guerre politique attendue n'est pas juste sur le point d'éclater. My best friend!